et sa région aussi, de Bretagne, du nord et du sud de la France, mais aussi nos confrères espagnols qui sont ici avec nous, et d'autres pays environnants parlant francophone. Nous avons vu la dernière fois, si vous vous souvenez, lors de la première session, comment faire l'analyse de notre déficit osseux. Je vous rappelle que notre formation est uniquement clinique. Et nous allons, lors de la formation d'aujourd'hui, apprendre à accéder au déficit osseux. Quelles sont les différentes techniques d'accès chirurgicaux pour visualiser notre déficit osseux? Bon, alors nous allons commencer. Donc, comme je vous l'ai dit, cette formation sera uniquement clinique. Lors de notre session numéro 1, nous avons vu les différentes possibilités d'évaluer notre déficit osseux. Cette évaluation, bien que nous l'ayons fait à l'aide du CBCT et aussi de la panoramique, nous arrivons uniquement à définir l'étendue de notre déficit osseux seulement à 80%. Pour la simple et bonne raison que notre extraction peut modifier notre déficit osseux. Si nous avons une extraction difficile à réaliser, afin d'extraire les racines de notre dent, si nous devons réaliser et retirer et abîmer notre mur vestibulaire osseux, nous avons modifié notre déficit osseux. Donc, nous avons, grâce à notre analyse du secteur, des tissus mous et des tissus durs, une évaluation à 80% de notre déficit osseux. Donc maintenant, il faut extraire. On ne va pas détailler l'extraction, mais nous allons commencer à regarder les instruments indispensables qui doivent être sur notre plateau pour réaliser un comblement osseux à l'aide du bond apatite. Je ne parlerai pas de tout ce qui est set stérile sur le patient ou pour poser nos instruments. Vous avez tout ça. Nous allons parler des consommables très rapidement et des instruments indispensables. Bien sûr, un manche de bistouri, mais aussi 2 décolleurs de Molt ou élévateurs périostés, avec sur chacun d'entre eux un bout du décolleur qui est fin et un bout plus large. Le fin sera beaucoup plus intéressant pour nous pour commencer à décoller notre lambeau. Bien sûr, une pince porte-fil, une paire de ciseaux, une curette à dents qui s'appelle la CPK8, c'est le docteur Cacon qui nous a précisé ça, et aussi une curette qui est faite donc pour enlever notre tissu de granulation, et aussi une sonde parodontale. La sonde parodontale est obligatoire, et nous allons voir pourquoi. En ce qui concerne les consommables, pour les lames de bistouri, moi-même j'utilise la lame 15C, qui est une lame droite, fine, mais avec un petit ventre qui nous permet de faire notre incision comme il se doit. Si vous devez associer à cette lame 15C une lame demi-courbe, prenez la 12D qui, elle, est tranchante sur sa face convexe et aussi sur sa face concave. Les 15 et les 11 peuvent être aussi utilisées, mais elles sont plus grossières. Donc, une 15C nous aidera énormément et peut-être aussi une 12C pour compléter notre lambeau, nous le verrons plus tard. En ce qui concerne les fils, nous utiliserons des fils résorbables à moyen terme, comme le polyglycolique acide rapide,
qui est résorbable entre 14 jours et 20 jours. Ce polyglycolique acide rapide n'est pas un monofilament, c'est celui de droite. Ou alors, vous pouvez utiliser le monofast, qui est un monofilament. Lui est aussi résorbable, c'est du polyglécaprone. Il est résorbable en une vingtaine de jours. Donc, un des deux fils, ne pas utiliser de soie à cause de l'agglutination des bactéries autour de ces fils, et ne pas utiliser non plus de catechutes qui sont résorbables beaucoup trop rapidement. Voici pour les instruments. Nous allons voir beaucoup de cas cliniques pour essayer de comprendre l'intérêt de l'accès chirurgical à notre site, à notre déficit osseux, et comment réaliser cet accès chirurgical. Voici donc une prémolaire que nous devons enlever. Vous pouvez facilement comprendre l'intérêt de faire ici un comblement osseux, car sans comblement osseux, nous risquons de perdre un gros volume d'os qui nous empêchera de mettre notre implant à cause de notre proximité du trou mentonnier. Et voici l'intérêt de la sonde. La sonde, en la plaçant de telle façon que nous pouvons visualiser et nous pouvons évaluer plus exactement notre mur osseux vestibulaire. Est-ce que nous avons un mur vestibulaire osseux ou pas? Et ça, c'est grâce à notre sonde. Nous allons le voir. Donc, voici ce cas. Là, nous avons vu que nous avons un mur vestibulaire osseux. Voici ce que nous avons obtenu après le greffon osseux à l'aide du banc d'apatite. Seulement, encore une fois, aujourd'hui, nous n'allons pas parler comment fermer le banc d'apatite, comment recouvrir le banc d'apatite. Aujourd'hui, nous allons parler uniquement comment accéder à notre déficit osseux. La fermeture, le recouvrement du banc d'apatite, nous en parlerons lors de la session numéro 3, c'est-à-dire dans 2 jours. Regardez bien ce film. Vous voyez cette prémolaire que nous devons enlever? Voici sa panoramique. Nous ne savons pas, à l'aide de cette panoramique, quelle est l'étendue de notre déficit osseux. Regardez bien la sonde parodontale. Vous voyez ici? Eh bien, nous avons, grâce à la sonde parodontale, évalué et découvert que nous n'avons pas de mur vestibulaire. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que vous allez devoir combler ici. Et il faut voir votre déficit osseux. Et regardez, grâce à cette petite chirurgie que nous allons expliquer tout à l'heure, regardez l'étendue de notre déficit osseux. Nous n'avons pas de table vestibulaire ni de table palatine. Visualiser un tel déficit est obligatoire. Vous ne pourrez pas mettre votre banc d'apatite en occlusal uniquement sans ouvrir et obtenir un bon résultat. Et nous allons voir pourquoi. Voici le résultat obtenu au bout de 3 mois. Vous pouvez voir l'os obtenu grâce au banc d'apatite, et ceci seulement au bout de 3 mois. Et nous savons pertinemment que la calcification va continuer. Donc, nous aurons un mur vestibulaire calcifié ici dans 2 ou 3 mois supplémentaires. Le sondage que nous avons réalisé nous permet de définir notre déficit osseux comme un déficit osseux à moins de 4 murs, s'il nous manque une table vestibulaire ou aussi une table palatine, ou d'avoir un déficit osseux à 4 murs. Et ça, c'est très important. À ce niveau-là, après avoir fait votre analyse, puis votre extraction et votre sondage, vous savez pertinemment quelle est l'étendue et la forme de votre déficit osseux.
Et là, vous allez choisir quel type d'accès chirurgical vous allez faire pour accéder à votre déficit osseux. Donc, le tableau est simple. Si vous avez un déficit osseux qui a moins de 4 murs, parce qu'une table vestibulaire osseuse est manquante, ou palatine, qu'importe, vous êtes obligé, vous voyez le type de chirurgie, vous avez soit à faire un lambeau pour mettre votre bande apatite, ou le faire sans lambeau. Nous verrons comment. Si vous avez un déficit osseux de moins de 4 murs, il faut absolument faire un lambeau. Vous ne pourrez pas obtenir un bon résultat si vous n'ouvrez pas dans le cas où vous avez un déficit osseux de moins de 4 murs. Donc, après sondage, vous avez un déficit osseux de moins de 4 murs, tout de suite, vous devez penser au lambeau et pas autre chose. Par contre, si vous avez un déficit osseux de 4 murs, quand nous parlons de 4 murs, nous parlons de 4 murs osseux restants. Eh bien, vous pouvez faire votre comblement osseux à l'aide du bande apatite, soit avec lambeau, soit sans lambeau. Parce que la loi est ainsi, c'est qu'il faut appliquer le bande apatite de telle sorte qu'il fasse un bloc unique, dur, immobile et collant à l'os. Si vous avez un déficit osseux qui présente une forme atypique, parce que l'extraction chirurgicale a été difficile, ou tout simplement parce que vous avez retiré une face osseuse, vestibulaire ou palatine, quelle qu'elle soit. Vous devez donc voir votre déficit osseux pour accomplir ces demandes. Un bloc unique dur. Pour qu'il soit dur et qu'il soit immobile, le bande apatite ne doit pas bouger à l'intérieur de votre alvéole. Il doit coller à l'os. Pour être collé à l'os, il faudra appliquer une compresse, nous allons le voir, fermement. S'il vous manque une table vestibulaire, quelle qu'elle soit, et que vous ne faites pas de lambeau pour visualiser votre déficit osseux, vous ne pourrez pas obtenir un bloc unique, dur, collant à l'os sur toute la surface et tout le volume de votre déficit osseux. Donc, retenez bien, c'est ce que nous demande le bande apatite, c'est de faire un bloc unique, dur, immobile et collant à l'os. Il faut se donner le moyen d'arriver à accomplir cette demande. Nous allons le voir maintenant à l'aide de plusieurs cas cliniques montrant des déficits à moins de 4 murs osseux. Je remercie le docteur Amos Yahav pour nous avoir prêté cette animation 3D qui va nous montrer comment faire et comment réaliser cet accès chirurgical dans ce type de déficit osseux. Nous avons ici la ligne mucogingivale. Il faut réaliser une incision oblique à support osseux qui va dépasser la ligne mucogingivale de 3 mm. Puis, vous allez prendre un décolleur de Molt ou un élévateur périosté et vous allez décoller votre lambeau à partir de la papille mésiale jusqu'à visualiser parfaitement l'étendue de votre déficit osseux, jusqu'au fond. Il est très important aussi de réaliser cette opération 2 ou 3 fois pour bien visualiser le fond de notre déficit osseux. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas, encore une fois, des moyens de recouvrir le bande apatite, mais uniquement des moyens d'accéder et de visualiser le déficit osseux. Maintenant que vous avez réalisé votre lambeau, c'est un petit lambeau,
vous devez préparer votre matériau. Le matériau, vous le savez, nous allons profiter de cette animation 3D pour revoir un petit peu les choses. Cette seringue intelligente est constituée donc de la poudre, du liquide et de pistons intermédiaires. Vous devez placer le piston sur la base du pouce et l'autre main doit servir à tenir le bouchon. Vous appuyez jusqu'à ce que le premier piston arrive, l'élément intermédiaire arrive à la ligne bleue. Puis, on enlève le bouchon. Maintenant, vous placez la seringue différemment, à la base de l'index, pour pouvoir placer votre bond d'apatite à l'intérieur de votre déficit osseux. Vous mettez votre bond d'apatite, vous pouvez aussi le mettre en vestibulaire. L'essentiel est de remplir votre déficit osseux. Puis, vous passez la seringue sur le pouce pour finir de mettre votre produit. Il est très important que le bond d'apatite soit compacté, et ceci à l'aide d'une compresse sèche que vous allez appuyer à l'aide du doigt pendant 3 à 4 secondes fermement sur cette compresse sèche en vestibulaire, puis en cristal. Il est très important de bien compacter le bond d'apatite. Une fois que vous avez utilisé votre doigt, vous devez utiliser votre élévateur élévateur de périosté pour appuyer aussi en cristal et aussi en vestibulaire. C'est très important que le matériau soit bien compact, dur, collant à l'os et immobile. Voilà. C'est très important d'arriver à ce résultat. Pour arriver à ce résultat, vous devez absolument ouvrir pour que votre bond d'apatite vienne remplir votre déficit osseux jusqu'à son fond. Nous allons le voir maintenant à l'aide de 2 petits films cliniques. Nous devons extraire la 46. La 47 a déjà été extraite quelques mois plus tôt. Nous réalisons l'extraction comme il se doit. Avec la sonde, vous allez vérifier, visualiser votre ligne mucogingivale. Voici votre incision, le trait d'incision que vous allez faire oblique à support osseux. Ce trait d'incision doit être à 3 mm de votre déficit osseux. À support osseux, c'est très important. Grâce à votre décolleur de Molt, vous commencez par la partie mésiale et vous passez votre décolleur sur toute la face vestibulaire de votre déficit osseux. Vous mettez votre bande d'apatite, vous n'attendez pas, immédiatement vous mettez et vous appuyez fermement 3 à 4 secondes à l'aide de votre compresse sèche. Vous pouvez mettre 2 couches de bande d'apatite, ça n'a pas d'importance. Il vaut mieux faire un overgrafting, rajouter un petit peu plus. Vous appuyez encore une fois 3 à 4 secondes et là, vous voyez, vous enlevez le surplus sans casser le matériau. Regardez bien, le matériau forme un bloc compact, homogène, dur, collant à l'os. Si vous voulez enlever ici, vous pouvez enlever ici, mais sans casser le bond d'apatite. Voici un deuxième petit film. Celui-là, c'est le même, excusez-moi. Voici les résultats obtenus, donc 3 mois après. Si vous remarquez bien, sur cette radio de droite, nous voyons encore la lamina dura de notre extraction, de notre alvéole précédente.
celle-ci va disparaître, car comme vous le savez, la biologie fait que votre remaniement osseux va continuer encore pendant quelques mois pour donner un os du patient à 90% et plus au niveau de notre grafting, notre comblement à l'aide du bande apatite. Nous allons voir un deuxième film de quelques minutes ressemblant au premier, une extraction d'une 46. Voilà, vous prenez votre sonde parodontale et vous évaluez votre déficit osseux. C'est très important. Vous voyez votre ligne mucogingivale qui sépare la gencive kératinisée de la muqueuse libre. Et voici le trait d'incision que vous allez faire dans la gencive kératinisée et dans la muqueuse libre, 3 mm à 4 mm en deçà de la ligne mucogingivale. Nous avions un mur vestibulaire manquant. Lorsque vous voyez du sang et que votre caillot est en train de remplir votre alvéole, je vous en supplie, ne l'aspirez pas et demandez à votre assistante de ne pas l'aspirer. Laissez votre caillot. C'est le début de votre ostéogenèse. On appuie, comme on l'a dit, fermement 3 à 4 secondes à l'aide de notre décolleur de Mold et on retire les surplus. Vous avez maintenant réalisé votre comblement osseux. Comment recouvrir? Nous verrons ça lors de la session prochaine. Voici les résultats que nous avons obtenus après ce comblement osseux. Un autre cas d'une 46 infectée. On ne revient pas sur le fait que le site soit infecté. Nous savons très bien que le bande apatite a des propriétés bactériostatiques pour 2 raisons. Parce qu'il contient du NaCl et aussi parce que c'est un sel. Et tout sel est bactériostatique. C'est un sel de sulfate de calcium. Voici donc ce cas-là. Une extraction à faire. Regardez bien ici le scalpel qui, lui, est à base, à support osseux, c'est-à-dire que votre lame ne doit pas rentrer dans votre déficit osseux. Elle doit être à distance de 3 mm du déficit osseux et oblique vers le mésial. Dépasser la ligne mucogingivale de 3 mm et puis décoller votre lambeau vestibulaire. Votre lambeau vestibulaire peut inclure et doit inclure votre papille distale, ce qui nous facilitera le recouvrement du bande apatite. Vous mettez votre produit, vous appuyez avec votre doigt et avec le décolleur de Mold, fermement 3 à 4 secondes. Voici ce que vous devez obtenir. Regardez cette incision, regardez ce décollement. Petit décollement, petite incision. Ça n'est pas invasif, mais ça vous permettra plus tard de recouvrir entièrement votre bande apatite. En tout cas, pour la session d'aujourd'hui, ça vous a permis de visualiser votre déficit osseux. Voici les résultats obtenus, de très bons résultats, comme nous avons l'habitude d'avoir, c'est-à-dire un os du patient, quelques petits cristaux de grande dimension d'hydroxyapatite restant qui, au bout de quelques mois, vont aussi disparaître, et une reconstruction de la table de la corticale osseuse vestibulaire. Une 37 infectée. Alors, on peut imaginer, lorsqu'on voit déjà nos tissus mous avoir cette forme, on peut déjà envisager que nous n'avons plus de support osseux ici.
mais il est bien quand même de passer votre sonde et de bien délimiter ce support osseux inexistant. Ici, vous avez votre caillot, c'est de très bons présages. Regardez un petit peu ce déficit osseux, vestibulaire énorme, mais nous sommes très confiants. Tout simplement parce que j'ai déjà un caillot formidable qui est là. Mon incision à distance de 3 mm de mon déficit osseux me permet de voir jusqu'au fond de mon alvéole, jusqu'où va mon déficit osseux vestibulaire, et me permet d'appliquer mon bond d'apatite de telle manière qu'il forme un bloc unique, stable, compact, collé à l'os. Voici le résultat obtenu. Et vous, lorsque vous voyez une radiographie pareille au bout de 3 mois, sachez que ce tissu osseux jeune va continuer sa calcification. Donc, vous pouvez déjà implanter dans un tissu osseux pareil. Voici d'autres 36 infectés à extraire. Toujours la même chose avec une petite différence. Ici, vous voyez, nous avons déporté notre incision pour ne pas toucher la ligne cervicale de notre couronne. Ainsi, si ce décalage de cette incision oblique vous permet de voir le fond de votre déficit osseux, c'est très appréciable, car vous garderez votre limite cervicale de la couronne en mésiale. Voici le résultat obtenu. Une 36 infectée. Regardez un petit peu ce déficit osseux énorme. Vous devez voir jusqu'au fond de ce déficit osseux. Ici, vous devez définir votre perte osseuse afin de pouvoir mettre votre bond d'apatite, qu'il puisse remplir et former un bloc unique à l'intérieur de ce déficit. Maintenant, vous avez ici votre caillot. Encore une fois, ne l'aspirez pas. Vous remarquez l'incision oblique qui dépasse la ligne muco-gingivale de 3 à 4 mm. Notre lambeau a été réflecté, mais nous avons inclus notre papille distale pour pouvoir après fermer notre futur comblement osseux. Voici le résultat obtenu. Donc, toujours la même chose, vous allez voir, nous avons toujours de l'os du patient et quelques petits cristaux d'hydroxyapatite. Ces cristaux étaient, lors de la mise en place du bond d'apatite, d'environ 33% du matériau. Au bout de 3 mois, il ne se retrouve qu'à 20%, et au bout de 4 à 5 mois, 10% seulement, et 90% d'os du patient. Une prémolaire du bas, analyse des tissus mous, analyse des tissus durs, nous verrons à l'aide de la radiographie, mais aussi analyse des dents environnantes. Nous avons ici un implant avec une très belle gencive kératinisée. Il n'est pas question de faire d'étendre notre lambeau jusque-là. Donc, nous allons extraire la prémolaire et regarder ce qu'une petite incision permet de dévoiler. Regardez cette perte osseuse. Je vous rappelle que la crête se trouve ici. Et ayant sondé ce qui était prévisible à l'aide de cette petite fistule que nous avons vue précédemment, mais il fallait sonder à ce moment-là, au moment après l'extraction, nous avons donc défini l'étendue de notre déficit osseux, l'obligation d'ouvrir, parce que la loi et le tableau nous dit que lorsque nous avons moins de 4 murs, il faut ouvrir. Mais par contre, notre lambeau, bien qu'étant vestibulaire, ne s'étend pas à la papille distale de notre implant. Et nous allons voir la prochaine fois comment refermer tout ceci.
Nous n'avons pas le résultat car cette patiente était venue juste avant le confinement. La même chose pour ce patient que nous avons vu lors de la première session. Des implants avec des couronnes en céramique et une gencive rose en céramique. Cette racine est à enlever et elle est très proche de notre implant. Il n'est pas question de faire une incision comme ceci. Non, il faut respecter cet environnement. Nous avons décalé notre incision afin de ne pas toucher notre limite cervicale. Bien sûr, nous avons un mur vestibulaire manquant, mais ce petit lambeau nous permet, et là vous voyez, nous avons fait nous avons pris la papille distale, bien que nous ayons une couronne ancienne. Regardez ce que nous avons obtenu. Voilà. Le mur vestibulaire est entièrement reconstruit et nous permet d'avoir, tout ceci était manquant, nous permet de mettre un très bel implant. Alors, voici un cas maintenant qui est un cas qui va montrer l'importance du sondage. Une dent dont la racine mésiale est fracturée, vous le voyez bien. Bien sûr, nous réalisons l'extraction là-dedans, c'est bien passé. Mais regardez, là, j'ai fait une erreur. Je n'ai pas rentré ma sonde jusqu'à la fin et jusqu'au fond de mon déficit osseux. Ainsi, mon incision est trop proche de mon déficit osseux. C'est une erreur. Il ne faut pas faire ça. Mon incision oblique aurait dû être ici, très décalée par rapport à l'habitude. Mais c'est le déficit osseux qui le demandait. C'est assez atypique, mais c'est ce qu'il fallait faire. Bon, nous avons réparé ça en rentrant notre décolleur à ce niveau-là pour pouvoir tirer parfaitement notre lambeau. Mais il ne fallait pas inciser ici. Encore une fois, il fallait inciser là. Et ça, c'est à cause d'un mauvais sondage. D'où l'importance d'avoir une sonde parodontale sur votre table de chirurgie. Nous mettons le bond d'apatite, nous réussissons à fermer, et voici ce que nous avons obtenu. Et si vous vous souvenez de l'étendue du déficit osseux, regardez un petit peu cet implant de 5 mm que nous avons mis, qui est extraordinaire, et la régénération osseuse qui s'est faite. Maintenant, lorsque vous avez 2 dents à extraire et que vous voulez réaliser un seul lambeau, eh bien, vous ferez votre incision ici, comme d'habitude, à support osseux à 3 mm, dépassant 3 mm la ligne muco-gingivale, et vous continuerez votre lambeau en crestal, puis en vestibulaire. C'est ce que nous avons fait. 3 mm en deçà de la ligne muco-gingivale. On décolle, on voit le déficit osseux, les 2 déficits osseux. Nous avons continué notre lambeau sur notre crête. On place le bond d'apatite. On appuie fermement pour que le bond d'apatite fasse un bloc compact, unique, dur, immobile, collant à l'os. Voici les résultats obtenus, de très très bons résultats qui nous ont permis de mettre nos 3 implants. Appréciez la largeur de la crête obtenue au niveau de l'extraction de la molaire et au niveau de l'extraction de la prémolaire. Maintenant, dans ce cas où vous avez 2 extractions qui sont proches l'une de l'autre, vous pouvez faire un seul lambeau avec une seule incision. Après les extractions, nous voyons ici, nous avons réalisé une seule incision oblique. Encore une fois, je répète, mais c'est bien de le savoir. Et une fois que vous avez bien rentré ces données, vous pourrez jongler comme vous le voudrez. Et nous allons voir quelques cas différents dans cette session. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous faites votre incision, encore une fois, dépassant votre ligne de muco-gingivale de 3 mm, et vous faites votre lambeau. Vous décollez en vestibulaire. Lorsque vous n'avez pas de dents en distale,
votre décolleur peut décoller jusqu'ici en profondeur. Vous le rentrez à l'intérieur de votre lambeau, à appui osseux, bien sûr, pour pouvoir après recouvrir. Et regardez l'importance de ce lambeau. Nous avons un déficit osseux important ici, vestibulaire, une déhiscence ici importante. Par contre, nous avons ici un très bon caillot sanguin qui commence à se faire, et ça, c'est un très bon présage. Nous mettons notre bande apatite. Il faut appuyer fermement avec la compresse. Et voici ce que nous avons obtenu. Et nous avons pu mettre nos implants de 5 mm de diamètre, puis de 3,75 ici. Vous pouvez gérer le même cas d'une manière différente. 2 dents à extraire, 3 dents, parce que nous avons aussi enlevé la dent de sagesse, 3 dents à extraire. Pour visualiser votre déficit osseux, vous pouvez réaliser 2 petites incisions. Au lieu de faire votre lambeau crestal, un seul lambeau crestal, comme nous avons vu lors du cas précédent, vous faites 2 petites incisions et vous recouvrirez vos 2 sites, indépendamment l'un de l'autre. Là, le bond d'apatite a été posé. Appuyez fermement avec la compresse pour lui donner une forme compacte. Et voici ce que nous avons obtenu. Bon. Maintenant, je voudrais vous montrer ce cas qui a été réalisé voici maintenant 5 ans. Une patiente qui est venue pour l'extraction d'une prémolaire, qui a l'air toute simple, mais bien infectée. Eh bien, lorsque nous avons réalisé cette extraction dont la racine est très proche de notre implant, les 2 racines, regardez un petit peu le déficit osseux vestibulaire que nous avons. C'est énorme. Ne pensez pas que si vous n'aviez pas fait de lambeau et que vous aviez mis votre bond d'apatite par voie crestale, ne pensez pas du tout que vous seriez arrivé à combler le fond de ce déficit osseux. Pas du tout. Il fallait ouvrir. Et cette ouverture a été déterminée par notre sondage. Nous avons mis le bond d'apatite, appuyé fermement avec une compresse. Regardez un petit peu le mur osseux vestibulaire que nous avons obtenu. C'est formidable. Ça nous a permis de mettre un implant. Voici le résultat 6 ans après. Regardez. Alors, dans le groupe WhatsApp, on m'a dit plusieurs praticiens m'ont dit, écoutez, ça fait 1 an et demi que j'utilise le bond d'apatite. J'ai l'impression d'avoir beaucoup moins, de ne plus avoir même de périimplantite autour de mes implants mis dans le bond d'apatite. Je ne peux pas confirmer une chose pareille. Il faudrait bien sûr des éléments scientifiques comme des études histologiques et cellulaires pour montrer ceci. Nous n'avons pas. Mais je peux vous dire que 6 ans après avoir un résultat pareil, c'est magnifique. Le résultat est très beau vu la situation primaire que nous avions. Maintenant, lorsque nous avons un déficit osseux à 4 murs, c'est différent. Nous avons vu dans le tableau que nous pouvons gérer un déficit osseux pareil ou à l'aide d'un lambeau, et ça, nous en avons parlé, c'est le même lambeau qu'il faut faire, ou à l'aide de ceci. Je remercie encore le docteur Amosiav de nous avoir prêté ces animations 3D. Alors, lorsque vous avez sondé votre déficit osseux et que vous avez vu que vous avez 4 murs osseux, vous pouvez décider soit de faire le lambeau, comme nous l'avons décrit précédemment, soit de ne pas faire de lambeau. Une fois que vous avez fait l'extraction et que vous avez laissé le caillot se former dans votre alvéole, vous préparez votre matériau, comme nous l'avons vu précédemment, de la même manière. Vous enlevez votre bouchon, vous changez la position de votre seringue. Voilà. Et vous mettez votre matériau dans votre alvéole, sans avoir ouvert. Et vous appuyez
fermement. Vous pouvez rajouter, bien sûr, en changeant la position de la seringue et en appuyant avec le pouce. Et là, vous devez appuyer fermement avec votre compresse et aussi avec un élévateur périosté ou un décolleur de Molt. Fermement pendant 3 à 4 secondes pour compacter le banc d'apatite. Dans ce cas-là, si le banc d'apatite ne descend pas jusqu'au culot de votre alvéole, ça n'est pas grave. Ça ne compromet en rien le résultat de votre comblement osseux. Parce que le caillot va faire son travail au fond de l'alvéole. Ça n'est pas du tout comparable au déficit osseux à moins de 4 murs. Dans ce cas-là, lorsque vous avez 4 murs, vous mettez votre banc d'apatite, vous appuyez fermement. Si vous formez un ciment compact collant à l'os juste à l'ouverture de votre déficit osseux, c'est largement suffisant. Mais il doit être stable, compact et collant à l'os. Conclusion. Un déficit osseux à moins de 4 murs doit être visualisé à l'aide d'un petit lambeau, selon le protocole. Si le déficit a 4 murs, il peut être comblé aussi sans lambeau. Voilà les différentes techniques d'accès à votre site, à votre déficit osseux, à l'aide d'un accès chirurgical ou sans accès chirurgical, en fonction de la dimension et de l'étendue de votre déficit osseux. Lors de la session prochaine, nous allons expliquer, c'est une très belle session qui sera peut-être un peu plus longue, comment recouvrir le banc d'apatite, les différents moyens de le recouvrir. Alexandre, je suis à toi. Alors, nous avons plusieurs questions. Je vais commencer par la suivante. S'il y a une possibilité de stabilité primaire, peut-on envisager la pose d'implants dans la séance? Oui, nous allons le décrire lors de notre session qui parlera de banc d'apatite et implant. Oui, D'accord. s'il y a... La question qui suit d'ailleurs, c'est combien de temps avant de poser un implant? Bon, lorsque vous faites votre greffe à l'aide du banc d'apatite, il faut savoir que le banc d'apatite est un matériau qui vient potentialiser la régénération osseuse du corps humain. En accélérant cette régénération osseuse et en la complétant. Maintenant, nous savons qu'il faut à peu près 3 à 4 mois pour obtenir une régénération osseuse, et c'est ce qu'il faut attendre avant de mettre notre implant, entre 3 et 4 mois. Le docteur Stéphane Berg attend 4 mois avec prudence et il a d'excellents résultats. Si vous avez affaire à un patient qui est très jeune, qui a donc un turnover osseux rapide, à partir de 3 mois, vous pouvez déjà mettre votre implant. Pourquoi fermer complètement la gencive? Alors, la fermeture de la gencive, ce sera donc le sujet de notre prochaine session dans 2 jours. Et nous allons le voir, nous allons en parler, mais je vous donne déjà un petit entremets, c'est qu'il n'y a aucun matériau au monde qui peut rester découvert dans la sphère buccale. Il faut donc recouvrir ce matériau-là. Et nous allons voir comment et jusqu'à combien le recouvrir. D'accord. Est-ce que si l'alvéole ne saigne pas, pouvons-nous combler avec l'ogma? Je ne conseille pas. Si votre alvéole ne saigne pas et que vous avez attendu, pour quelque raison que ce soit des raisons qui sont d'ordre général concernant notre patient, maladie systémique, ou qu'on voit souvent chez les gens qui sont diabétiques, ou les fumeurs aussi, ou à cause d'une chirurgie qui est une chirurgie plus agressive, à l'aide d'une fraise écria pour pouvoir extraire notre racine
et que vous voyez que l'alvéole reste sèche, non, ne comblez pas avec le bond d'apatite parce que la régénération osseuse ne commence pas. Ainsi, le bond d'apatite ne pourra pas être transformé par l'os du patient. Lorsqu'on doit faire un curetage, on enlève forcément le caillot sanguin. A-t-on un risque d'échec? Alors, non, quand on fait un curetage, on n'enlève pas le caillot sanguin. Quand on fait un curetage, c'est pour cureter le tissu de granulation. Et le caillot sanguin vient par la suite. Donc, il est important de différencier le tissu de granulation qu'il faut absolument enlever du caillot sanguin qu'il faut absolument laisser. Hein? C'est différent. Quelle médicamentation utilisez-vous en post-opératoire? Alors, dans les cas où nous avons eu des zones infectées et des dents infectées, il faut bien sûr mettre sous antibiotiques, commencer 1 ou 2 jours selon l'étendue de l'infection, les antibiotiques avant l'extraction, mais aussi des anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires, dans le cas où il n'y a pas de contre-indication, prenez des anti-inflammatoires stéroïdiens. Si c'est du dexaméthasone, vous prenez 3 comprimés de 2 mg 30 minutes avant l'opération et on continue environ 3 jours à 4 jours après en diminuant la dose chaque jour. Donc, antibiotiques et anti-inflammatoires stéroïdiens dans le cas où c'est possible, s'il n'y a pas de contre-indication. N'est-il pas nécessaire de mettre une membrane dans un gros déficit osseux? Bon, parfait, très bonne question. Le bond d'apatite ne nécessite aucune membrane. Il ne faut jamais mettre de membrane sur le bond d'apatite. Et ça, c'est vraiment une règle très importante pour arriver à un succès. Parce qu'il faut bien comprendre que, premièrement, le rôle de la membrane a 2 rôles. C'est d'éviter l'éparpillement des granulés, et nous avons affaire à un ciment, donc cette règle et cette utilité de la membrane est caduque. Et la deuxième utilité de la membrane, c'est d'éviter l'infiltration des cellules épithélion-conjonctives dans le matériau de comblement. Le matériau étant dur, c'est un ciment, et le sulfate de calcium est très apprécié par les cellules épithélio-conjonctives, et ça a été confirmé aussi en chirurgie orthopédique, que le périostome ne pénètre pas le sulfate de calcium. Il ne faut absolument pas mettre de membrane. D'autant plus que je vous rappelle que les membranes sont sujets aussi à infection et aussi à être donc découvertes. Et deuxièmement, elles nécessitent des chirurgies invasives, ce qui n'est absolument pas le cas avec le bond d'apatite. Nous n'avons pas besoin de chirurgie invasive. Il faut rester avec une chirurgie à minima. Peut-on utiliser l'OGMA en ROG ou au contact titane dans une déhiscence osseuse périimplantaire? Ça, nous allons en parler aussi dans la session, je crois que c'est la session numéro 5, sur OGMA et implant, lorsque nous avons une périimplantite. Alors, aujourd'hui, je ne conseille pas d'utiliser le bond apatite pour traiter une périimplantite, bien que nous avons des résultats très, très probants que nous avons obtenus de certains praticiens aux États-Unis et aussi ici en Israël. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de protocole. Le protocole consiste à savoir comment nettoyer l'implant et comment faire tenir le bond d'apatite. Plusieurs recherches sont en cours en Espagne concernant ce sujet et je vous tiendrai au courant. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de protocole. Pourquoi ne pas faire le lambeau de suite avant l'extraction? Ah, eh bien, vous avez vu tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, tous les cas cliniques que vous avez vus, nous avons extrait la dent et fait le lambeau en deuxième intention. Parce que si vous faites votre extraction et que vous voyez que vous avez 4 murs, vous pouvez éviter de faire un lambeau. Donc, il ne faut pas faire un lambeau en premier abord. Le lambeau vient uniquement pour
définir l'étendue de notre déficit osseux et le visualiser. Donc, si vous avez fait une extraction propre, une extraction qui est facile à faire, qui n'a pas entraîné la perte d'une paroi vestibulaire, eh bien, il n'y a aucun lambeau à faire. Vous pouvez réaliser la deuxième technique qui s'appelle traitement des alvéoles à 4 murs, sans faire un lambeau. Donc, non, ne faites pas votre lambeau avant l'extraction, mais après. Alors, jamais d'incision linguale ou palatin pour tracter deux côtés. Des essais Bravo. avec uniquement des incisions sulculaires et des brushings. Alors, surtout pas. Non, non, surtout pas. Alors, lorsque vous avez bien vu dans tous les cas que je vous ai montrés, on va en voir des centaines des cas cliniques, des centaines les uns après les autres. On ne fait jamais de lambeau palatin ou de lambeau lingual. Jamais. Au contraire, les parois muqueuses et les parois de tissu mou palatin vont nous aider comme mur de soutènement qui va faire tenir notre bande apatite. Donc, surtout, pas de lambeau palatin, pas de brushing et pas de lambeau lingual. Surtout pas. Juste un lambeau d'accès pour visualiser notre déficit osseux à minima. Et je tiens à vous rappeler que cette chirurgie à minima aide beaucoup nos patients. Les patients ressortent avec un traumatisme à minima sur des milliers de patients. Et ça, nous le verrons aussi dans la troisième session concernant les différents types de cicatrisation. En cas de perte en VL, cette technique est-elle envisageable? Alors, VL, je pense qu'il veut dire en vestibulaire. Sûrement. Bien, perte en vestibulaire, c'est ce que nous avons vu. Nous avons vu énormément de cas aujourd'hui avec des murs vestibulaires manquants. C'est exactement ce qu'il faut faire, ce petit lambeau. Maintenant, si le confrère parle d'augmentation latérale, ça fera partie de la session numéro 6. Comment faire une augmentation latérale discrète? VL veut dire vestibulo et lingual. Ah, vestibulo et lingual. Très bien. Alors, si c'est une perte vestibulo et linguale, ne pas faire de lambeau lingual. Ou si c'est vestibulo-palatin. Vous l'avez vu dans le premier film, sur la prémolaire que nous avons extraite, eh bien, il n'y avait pas de mur palatin. Et pourtant, nous n'avons pas ouvert en palatin. Nous sommes contentés d'enlever le tissu de granulation et le mur palatin muqueux a servi de soutènement à notre bande apatite. Alors, quelle différence fais-tu entre l'évaluation de la profondeur de ta lésion osseuse par un cone beam et ton sondage et ta mesure pendant l'intervention avec ta sonde? Ah, très bien. Eh bien, nous avons vu, le cone beam nous donne tout simplement une évaluation avant l'extraction, mais la sonde, après l'extraction, si notre extraction a entraîné une perte osseuse, le cone beam n'a pas pu prévoir ça. Donc, notre sonde vient compléter notre analyse de l'étendue de notre déficit osseux. Elle vient compléter. Elle est très importante. Maintenant, si vous avez un cone beam dans votre cabinet et que vous voulez, après l'extraction, emmener le patient faire un cone beam, alors pourquoi pas? Mais c'est dommage, la sonde peut faire ce travail d'une manière beaucoup plus facile. Faut-il éviter l'anesthésie avec un vasoconstricteur pour le saignement? Alors, absolument, absolument. Le premier élément qui vient empêcher la vascularisation, ce sont les vasoconstricteurs. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Mais nous savons aussi, de par notre expérience, que les anesthésies sans vasoconstricteurs durent moins longtemps. Donc, c'est à vous de faire votre choix. En cas de fistule, ne faut-il pas mieux décoller de façon systématique car parfois on a 4 murs en situation crestale, mais un déficit vestibulaire ou en palatin en regard de la fistule? Bon, lorsque vous avez une fistule, c'est pratiquement sûr qu'il vous manque une table osseuse. Donc, c'est sûr qu'il faut faire un lambeau d'une manière quasiment systématique lorsqu'on a une fistule, absolument. L'incision de décharge peut-elle aussi être distale pour préserver une papille? Ah, oui, oui, absolument. C'est une très bonne question. C'est une question dont nous allons parler dans la session numéro 4 concernant les secteurs esthétiques. Absolument. Dans les secteurs esthétiques comme les secteurs antérieurs au maxillaire, pour préserver une papille centrale, nous ferons
un dessin de l'incision différent. Nous la ferons en distale. Bien que la majorité des incisions se fassent en mésial car l'apport vasculaire est postéro-antérieur, nous ferons dans les secteurs esthétiques l'incision en distale pour préserver les papilles, absolument. Nous le verrons ensemble dans la prochaine session. Je corrige, VL veut dire vestibulo-lingual et vestibulaire et lingual. Y a-t-il une différence? Non, si c'est vestibulaire et lingual que nous avons un tunnel, nous allons le voir aussi, plusieurs cas encore dans 2 sessions, nous allons le voir, eh bien, ça ne change rien. Ayez juste un accès qui vous visualisera votre déficit osseux en vestibulaire et ne touchez surtout pas au mur lingual, au mur, on va dire, muqueux lingual. Peux-tu nous parler de la prémédication? Alors, prémédication, on récapitule. Si vous avez une zone qui est infectée, moi je donne même sans zone infectée, d'accord, en traitement préventif, antibiotiques, ça peut être de la pénicilline, chez vous c'est l'amoxicilline 500 mg, un comprimé 3 fois par jour, à commencer 1 jour avant l'intervention et à continuer 3 jours après l'intervention. Vous pouvez rajouter des macrolides si c'est vraiment très infecté, puis des anti-inflammatoires stéroïdiens, comme nous l'avons dit, soit du prénisol, soit du dexaméthasone, et rajouter un peu de doliprane, tout simplement. Je vais terminer sur une dernière question. Oui. Pour une dent infectée, est-il primordial d'enlever tout le tissu de granulation? Préconisez-vous de passer une grosse fraise boule à vitesse réduite pour être sûr d'avoir des parois osseuses propres? Alors, c'est une autre technique. Oui, il existe des fraises qui permettent d'enlever le tissu de granulation, des fraises boules, absolument. Ça marche très bien. Personnellement, je me contente de cette curette, la CPK8, avec des dents qui fait un très bon travail. Mais je peux très bien accepter d'enlever le tissu de granulation grâce à cette fraise, à condition de ne pas abîmer votre os et de permettre une revascularisation de votre déficit osseux. Voilà. Nous allons faire donc notre prochaine session dans 2 jours. Donc c'est mardi 14h30. Mardi 14h30, heure française. Et nous allons parler des différents types de recouvrement du bon d'apatite. Si vous avez d'autres questions, faites-les passer sur WhatsApp et je m'appliquerai à y répondre. Je vous remercie à tous et on se revoit dans 2 jours. J'ai une dernière question. Quel est le suivi patient après l'intervention? Vous le revoyez quand et est-ce que c'est systématique? Bon, alors, le suivi patient. On en parlera la prochaine session parce que les cas sont différents. Si vous avez un cas où vous avez fait une fermeture, et donc c'est la session suivante, nous parlerons des fermetures. Si vous avez une fermeture qui est sûre, alors vous n'avez pas besoin de revoir votre patient. Si vous avez une fermeture qui est incertaine parce que vous avez testé votre fermeture grâce à un test de prédictabilité, et ça nous allons le voir, eh bien, il faudra le faire revenir à partir du 3e ou 4e jour. Nous en parlerons dans 2 jours. Je vous remercie à tous. Merci, Dr Baranès. Merci encore une fois de cette séance très didactique. Vous avez beaucoup de compliments sur le conversation en ligne. Merci à tous et à dans 2 jours. À très vite. Au revoir. Au revoir.